Prévenir, conseiller, agir avec les notaires du Dauphiné. Un testament, on l'imagine souvent comme une phrase claire, écrite pour éviter les difficultés. Mais dans une succession, les dernières volontés peuvent aussi soulever beaucoup de questions. Est-ce le bon document? Est-il valable? Qui a le droit de le contester? Et surtout, jusqu'où peut-on décider seul de ce qui se passera après son décès? Aujourd'hui, dans notre saga Héritage, épisode 3, on parle du testament. Bonjour à tous et bienvenue dans Tout droit. Aujourd'hui, on poursuit notre saga consacrée aux successions avec un sujet à la fois très intime et très juridique, le testament. Alors, dernière volonté ou début des conflits? Avec moi, l'équipe habituelle. Marjorie Grand, notaire à Valence. Gaël Ruffieux, maître de conférences à l'université de Grenoble-Alpes. Gaëlle Carfentan, avocate en droit de la famille. Et nos deux invités d'honneur aujourd'hui. Sébastien Richard, responsable du département droit de la famille au Cridon-Lyon. Tu nous expliqueras, Sébastien, ce qu'est le Cridon tout à l'heure. Et Olivier Capdeville, généalogiste successoral chez Couteau Rohrig. On attaque tout de suite. Marjorie, quand une famille arrive à l'étude après un décès, est-ce que le premier réflexe avant de parler partage, liquidation de la succession, etc., c'est de vérifier s'il y a un testament? Tu dis quoi, toi? Oui, en effet, on vérifie s'il y a un testament. On ne peut pas se contenter de raisonner avec l'ordre légal des héritiers sans vérifier si le défunt n'avait pas fait de testament. Pourquoi? Parce que le testament va déjà changer nos interlocuteurs. Il peut inviter des nouveaux héritiers ou il peut en exclure. Et même s'il ne fait pas ça, il peut simplement changer la hiérarchie des héritiers. Donc ça change notre façon de traiter le dossier. En pratique, on pose la question aux familles quand elles viennent, mais on a aussi un fichier que l'on consulte, le fichier central des dispositions de dernière volonté, pour vérifier qu'il n'y a pas un testament qui a pu être déposé chez un autre notaire. Oui, donc vous entendez bien, c'est le premier suspense déjà qui arrive, c'est déjà une source de stress finalement, parce qu'on pense qu'on va hériter normalement, mais un document finalement peut quand même vraiment bousculer les choses, non? Oui, il peut changer les équilibres, que ce soit au niveau des héritiers ou patrimonialement parlant, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'il y a quand même un cadre, le testament devra être vérifié quant à son contenu, sa forme, la date, vérifier qu'il est cohérent par rapport aux règles de la réserve héréditaire, cohérent également par rapport à des actes qui ont pu être passés par le défunt précédemment, comme des donations qu'il aurait pu consentir. Alors Gaëlle, si tu veux bien, on va partir du début, on pose le cadre, parce qu'on est quand même dans une émission qui fait du droit. Donc juridiquement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'un testament? Est-ce que c'est une lettre, un acte, une promesse? Qu'est-ce que c'est? Juridiquement, le testament, c'est un acte unilatéral de volonté. Donc pour faire simple, c'est l'acte par lequel une personne, finalement, va pouvoir organiser la transmission de tout ou partie de ses biens pour le temps où elle ne sera plus là. Et ce qui est important de retenir, c'est que le testament, il a plusieurs caractères. Premier caractère, il est strictement personnel, il est révocable et il ne sortira ses effets qu'au moment du décès de la personne. Alors Sébastien, quand Gaëlle nous dit c'est révocable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut finalement jusqu'au bout changer d'avis, refaire autre chose? On peut effectivement changer d'avis jusqu'au bout tant qu'on a la capacité de le faire. Et on pourra avoir plusieurs méthodes pour y parvenir. D'accord. Alors, est-ce que tu peux, à ce moment-là, nous donner des exemples, justement? Imagine, j'ai retrouvé 2 testaments dans 2 tiroirs différents. Alors, par principe, c'est d'abord une révocation express. On peut, dans un testament, clairement indiquer que l'on révoque le précédent. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut toujours y penser de révoquer les dispositions précédentes. Alors, express, ça veut dire je l'écris. Je l'écris vraiment en disant que ce sont mes dernières volontés et je révoque mon testament ou mes testaments antérieurs. OK, donc ça le précise. Et autrement, est-ce qu'on a un autre cas de révocation? L'autre cas qui est plus problématique, c'est la révocation tacite ou implicite, où on va faire un nouveau testament sans prévoir qu'on a révoqué le précédent. Et donc là, c'est le début potentiellement des conflits. Alors, je t'ai pas demandé, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Cridon? Alors, le Cridon, c'est un centre de recherche et de documentation destiné aux notaires. D'accord. Alors toi, par exemple, dans le cas que tu viens d'évoquer, est-ce que tu as eu des cas où il y avait 2 testaments et on ne savait pas lequel comptait? Ça t'est déjà arrivé? On nous demande des fois notre avis sur l'interprétation des testaments et on peut trouver des formules qui vont permettre de considérer que le dernier testament va révoquer de manière implicite le précédent. Alors, pareil, ça peut être quoi, par exemple, je lègue tous mes biens à ma voisine et quelques années plus tard, je décide
ensuite, je fais un nouveau testament au terme duquel je lègue tous mes biens à mon voisin, sans exception. Donc là, par une interprétation et par l'expression sans exception, on voit bien qu'il a voulu tout donner à son voisin et non plus à sa voisine. Ah oui, donc ça devient quand même sacrément technique. Ça bosse au cridon, ça réfléchit beaucoup quand même. Hein. Waouh. Alors justement, je me tourne vers l'avocate, Gaëlle. Est-ce que c'est le genre de situation qui peut faire exploser la famille et créer des tensions dans la succession? Évidemment, évidemment, parce qu'un testament, ça n'arrive pas, ça surgit pas de nulle part, ça arrive dans une histoire familiale. Et lorsqu'on ouvre un testament, un enfant peut se rendre compte qu'un autre a été avantagé et pas lui. Eh oui. Le conjoint peut se rendre compte que son logement, en fait, a été légué autrement. Et puis un héritier peut commencer à émettre des sérieux doutes sur les capacités du défunt qui a fait le testament. Et là, les discussions peuvent devenir tout de suite très, très vives. Alors justement, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret que tu aurais eu? Pas un truc théorique, etc., mais un cas où ça commence à faire exploser la famille à cause de ce testament dont on doute ou... Oui, alors très souvent, les doutes apparaissent sur la lucidité du défunt au moment où il a fait le testament, parce qu'on a des testaments des fois qui sont faits sur le lit d'hôpital à quelques jours du décès. Et j'ai souvenir dans un dossier où la défunte avait fait le matin même des examens, c'était marqué dans le dossier médical qu'elle était désorientée, qu'elle avait du mal à se situer, c'était vraiment limpide dans le dossier médical, et on avait un testament qui était fait l'après-midi même. Et là, dans ce cas d'espèce, vraiment, le testament a été annulé. Ok, alors justement, Marjorie, est-ce que tu peux nous parler des formes de ce testament? C'est très important à retenir. En effet, le testament qu'on connaît le plus, c'est celui qui est écrit à la main, qu'on appelle le testament holographe. C'est le testament holographe. Alors, est-ce que, écoutez bien, tu peux nous dire qu'est-ce qui est indispensable pour que ce testament holographe soit valable? Alors c'est simple, il faut qu'il soit daté, écrit et signé de la main du testateur. Donc ce sont des conditions qui sont assez simples en apparence, mais elles sont indispensables à la validité de ce testament. Une phrase écrite à l'ordinateur, une date manquante ou une signature approximative va créer le débat, la suspicion et du contentieux. Ok, donc là, ça veut dire que c'est pas valable. Alors Sébastien, on a une autre grande forme de testament qu'on connaît, c'est le testament authentique. Pourquoi est-ce que toi, tu conseillerais plutôt de choisir cette forme? Alors, le testament authentique, il y a déjà deux méthodes. La première méthode, c'est qu'il est reçu par deux notaires en présence du testateur ou de la testatrice. Et il y a une autre possibilité, c'est un notaire assisté de deux témoins choisis par le testateur ou la testatrice. Le testateur ou la testatrice, c'est celui qui veut faire le son Exactement, testament, c'est celui qui écrit son testament, qui veut faire ses dispositions de dernière volonté. Et donc, le testament authentique va avoir plusieurs avantages. Déjà, une conservation sûre, puisqu'il est conservé par le notaire. Il n'est pas à la maison du défunt. Et ensuite, il a potentiellement le secret, puisqu'il peut être gardé secret jusqu'au décès. Alors moi j'ai une question. Tu dis déjà entre le testament authentique avec deux notaires ou avec deux témoins, tu conseilles lequel? Ça va être toujours de la volonté de la personne, de savoir si elle veut de notaire ou si elle est en présence des témoins. La meilleure solution, à mon sens, est de notaire. Au moins la sécurité juridique et le secret, là, sera gardé jusqu'au bout. Marjorie, deux notaires, est-ce que ça peut être deux notaires de la même étude? Non, c'est forcément... deux notaires différents. Ouais. D'accord, deux notaires différents. Ok. Alors, Gaëlle, dis-moi, est-ce qu'on peut tout écrire dans un testament du genre je déshérite complètement mon enfant? Non, pas du tout. Tu te souviens, Sophie, on en a parlé dans les émissions précédentes. En droit français, il y a certains héritiers qu'on ne peut pas déshériter totalement. C'est ceux qu'on appelle les héritiers réservataires, et c'est notamment le cas des enfants. Et donc, dans le cadre du testament, on pourra librement disposer uniquement de la quotité disponible. Si on va au-delà, il y a toujours un risque de réduction des libéralités. En clair, le testament, c'est pas une baguette magique? Exactement. L'idée, c'est que c'est un outil qui va permettre quand même d'organiser la répartition de ses biens, d'avantager certains héritiers, mais toujours dans certaines limites. Et donc, voilà, ça permet pas d'effacer les règles impératives qui sont posées par le droit des successions. Alors Gaëlle, imaginons, ok, ça n'efface pas les règles imposées, mais les héritiers ou un héritier trouve que le testament est extrêmement injuste. Est-ce que ça permet automatiquement de l'attaquer? Alors non, c'est pas sur l'injustice qu'on va attaquer. Okay. On revient aux règles juridiques, c'est-à-dire est-ce que la forme du testament a été respectée? Est-ce qu'il y a une atteinte à la réserve? Est-ce qu'il y a eu des pressions sur la personne qui a fait le testament? Et est-ce que... J'en ai parlé tout à l'heure. Est-ce que la personne qui a fait le testament était en pleine capacité, en pleine lucidité de faire ce testament? C'est sur ces raisons-là qu'on va attaquer. Ok, alors justement, Olivier, je me tourne vers toi. Merci d'être avec nous. Donc toi, tu es généalogiste successoral. Et en effet, là, on est en train de parler du testament, mais reste à savoir encore
qui est autour de la table. Alors toi, est-ce que tu peux nous dire quel est le rôle du généalogiste successoral dans ce type de dossier quand on a un testament? Le généalogiste professionnel intervient à la demande des notaires D'accord. afin d'identifier les héritiers d'une personne décédée, de les localiser et de vérifier une dévolution préétablie. Alors la dévolution, c'est quoi une dévolution? C'est le tableau généalogique, l'ordre de des la héritiers, succession, de la etc. succession. Alors donc ça veut dire qu'un testament, il peut désigner une personne, sauf que toi, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on ne peut pas ignorer finalement la famille qui est autour, c'est pas possible. Exactement, même lorsqu'il existe un testament, il peut être nécessaire de vérifier l'absence d'héritiers réservataires. Et de plus en plus, les notaires aussi ont besoin de l'intégralité de la dévolution successorale pour appliquer le testament. Puis j'imagine que pour toi maintenant, avec les familles de plus en plus recomposées, les gens qui partent vivre à l'étranger, qui se répartissent un petit peu partout, tu dois avoir un sacré boulot de recherche et d'identification de ces gens. Énorme. Mais on a la chance d'avoir une base de données très importante chez Coutory qui permet aussi de faciliter le travail. Alors, Marjorie, donc on reprend notre cas concret, toujours le tiroir. Il y en a souvent beaucoup, des tiroirs dans une maison. Donc, on retrouve le testament dans le tiroir. Il se passe quoi? La famille doit le remettre au notaire. Elle doit surtout pas le garder, surtout pas le détruire, surtout pas le modifier, la noter, et elle n'est pas juge de savoir s'il est toujours valable ou pas. On le remet au professionnel qui, lui, va l'analyser et vérifier tout ça. Alors, est-ce que t'as déjà eu, toi, ce cas de figure? C'est-à-dire que des gens sont arrivés à ton étude avec un papier qu'ils avaient retrouvé. Tu réagis comment? Oui, alors sur ce cas-là, on a toujours un petit peu de suspicion. Mais des fois, en fait... Suspicion, pourquoi? Tu doutes de quoi? On préfère quand le testament est déposé chez un notaire. Oui, parce que tu dis, ils l'ont peut-être écrit et oui, moi, après le décès. Je ne connais pas l'écriture du défunt. Et donc, il y a toujours un peu plus de suspicion quand il y a un testament qui sort comme ça des tiroirs à la dernière minute. En revanche, des fois, il y a des cas un petit peu plus cocasses. Une fois, lors d'un inventaire, on a trouvé un testament qui était écrit, croyez-moi ou pas, sur une brique de lait. Et le testament a bien été appliqué parce qu'il n'y a pas eu de débat, que c'était bien écrit, daté et signé de la main du testateur. Donc, on a pu appliquer ce testament. Ah oui, c'est spécial quand même, au petit-déj. Effectivement, il n'y a pas de support imposé, on peut l'écrire où l'on veut. C'est ça. Sur ce qu'on veut. Oui, alors on n'invite pas ceux qui nous écoutent à faire preuve d'imagination. On est d'accord, le oui, mieux, faut pas être trop c'est quand créatif. même le papier. Sur du papier toilette. Mais je pourrais me le tatouer sur ma peau, en fait. Les murs, alors jurisprudence, plein d'exemples assez sympathiques. Oui. Ah d'accord, ok. Bon, moi j'ai un exemple très tendre aussi d'un testament que j'ai découvert à la fin d'un inventaire où je faisais un dernier tiroir que j'ai renversé comme on renversera un gâteau. Ouais. Et il y avait un gros paquet de prospectus. Et sur le dessus, ceci est mon testament. Waouh. Ah, donc ça existe en effet. Que j'ai pu remettre au notaire. Et en fait, le testament contenait une personne désignée pour la totalité de la succession. Alors, si on imagine maintenant, on a un testament avec une formule simple, je me retourne vers toi, Sébastien, du genre « je veux que ma compagne garde la maison ». Est-ce que ça suffit ? Ça, par principe, ça suffit. La jurisprudence le dit. Je vais employer un terme un peu technique, mais il n'y a pas de formule sacramentelle, c'est-à-dire il n'y a pas de formule sacrée. On doit pouvoir retrouver l'expression de la volonté du testateur. Et il n'y a pas de mot obligatoire. Et si je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure avec le testament authentique, l'intérêt du testament authentique, c'est qu'on va avoir le conseil du notaire dans la rédaction et dans la dictée, à la différence du testament holographe, où on le fait parfois souvent sous le coin d'une table ou pendant ses vacances. Eh oui, c'est ça. Oui, c'est un bon exemple ce que tu donnes, là, Sophie, parce que quand tu dis « je garde la maison », d'un point de vue juridique, ça va pouvoir quand même être traduit de différentes façons. Oui. Garder, ça peut être un droit d'usage et d'habitation, ça peut être aussi un droit de propriété, ça peut être un droit d'usufruit. Donc là, il faut faire quand même attention parce que juridiquement, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Eh bien justement, on se tourne tout de suite vers notre avocate. Gaëlle, t'en penses quoi? Parce que c'est là que ça commence à être interprétatif. Voilà. Oui, l'ambiguïté du testament, c'est vraiment ça ce qui pose problème. L'ambiguïté, ça peut porter tant sur les mots que sur le patrimoine qui est concerné par le testament. Et là, on peut se poser les questions, mais quelle était l'intention réelle du défunt, si ce n'est pas clairement établi? Quel est le patrimoine concerné? Et puis, qu'est-ce que le défunt avait dit oralement, ce qui ne reflète pas exactement ce qui est écrit. Et ce qui a été dit oralement, souvent, là aussi, est source de conflits et de vives discussions. Donc, si je résume,
Oui, vous pouvez écrire votre testament où vous voulez, et dans l'absolu, vous pourriez mettre un petit peu ce que vous voulez. Sauf qu'en réalité, c'est le meilleur moyen de ne pas être certain que ce que vous aviez souhaité, vos vœux les plus chers, soient exaucés. Pour ça, vous devez aller voir un professionnel. Alors, Olivier, à nouveau, toi, quand tu vas chercher des héritiers, est-ce que tu es parfois face à des histoires que personne ne connaissait dans la famille? Des trucs secrets qui se découvrent, en fait, que tu révèles? C'est d'autant plus fréquent que les héritiers retrouvés ignoraient l'existence de la personne décédée et leur lien de parenté. Et voilà. Et il m'est même arrivé d'apprendre à une veuve que son défunt mari avait eu lors de son premier mariage des enfants dont il n'avait jamais parlé. Dont un dossier très poignant, puisque les 4 enfants avaient été placés à la DAS. Et lors de l'inventaire, ils ont cru bon venir assister à l'inventaire. Ouais. Et face à la veuve du second mariage, ça a été très électrique. Alors, est-ce que tu aurais justement un cas très concret, dans le cadre d'un testament, à nous donner de recherche d'héritiers? Est-ce que tu as vécu, toi, une histoire un peu particulière? T'as un cas que tu aurais rencontré? Oui, très poignant. C'est l'histoire de Marie-Louise, ouais, qui est décédée, qui était veuve. Et je fais la recherche habituelle des héritiers. On trouve des cousins éloignés aux États-Unis. Et lorsqu'on arrive avec le notaire pour réaliser l'inventaire des meubles et objets, on entend de la musique, de la lumière transparaît de la maison. Alors que tu croyais que la maison, il n'y aurait personne. Voilà, c'est ça. Et là, un vieux monsieur nous ouvre. D'accord. Lucien, l'inconnu Lucien, qui nous dit tout de suite, mais moi, je suis le compagnon de Marie-Louise depuis 40 ans. 40 ans? 40 ans. D'accord. Donc là, spontanément, avec le notaire, on lui dit, mais vous n'avez pas fait de Pacs, pas de mariage pendant toutes ces années? Encore un qui n'a pas regardé tout droit. Voilà. J'insiste quand même auprès de lui. Difficilement, il ouvre un tiroir. Il en sort le livret de famille de la défunte. Je lui dis, mais Lucien, je sais bien, j'ai fait les vérifications. Oui. Marie-Louise, elle est veuve, elle est sans postérité, sans enfant. Il me dit, ouvrez. Et là, ce n'est pas une brique de lait, c'est le livret de famille. Et là, de façon manuscrite, Marie-Louise a fait un petit texte très court en disant, Lucien est mon héritier, il est ici chez lui. Donc en fait, on se rend compte quand même, juste une chose, si les héritiers là, des États-Unis avaient voulu contester, ils auraient pu quand même, parce qu'ils auraient pu dire largement. Non mais c'est Lucien qui a écrit juste avant que vous sonniez là sur le livret de famille, il y a eu une vérification quand même de l'écriture, ce genre de choses, ça se vérifie après. On a vérifié par rapport à ce qu'on a pu retrouver comme document dans la maison. Mais en effet, dans ce cas-là, ça a fonctionné. Oui. Alors la particularité, c'est qu'il manquait un élément, un des 3 éléments pour qu'un testament soit valable, c'était la datation. Mais, comme elle avait écrit qu'il m'avait soigné pendant 40 ans, dans le texte, on a pu rendre... Rétrograder. Donc, a priori, ça veut dire qu'elle l'a fait peu de temps avant son décès. Tout à fait, c'est ça. Ils étaient depuis longtemps ensemble, quand même. Oui, ils avaient 25 ans d'écart. Alors, Marjorie, justement, si on doit donner un conseil très simple à ceux qui nous regardent et qui se disent « Tiens, tout droit, il donne des beaux conseils, je vais peut-être faire un testament. » Qu'est-ce que tu nous dis? C'est de ne pas faire son testament seul, ni avec l'IA, on est bien d'accord. Il faut aller voir des professionnels du droit. Alors, on pense aux notaires, mais les avocats font aussi ce travail-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un testament, c'est d'abord une volonté, puis une réalité. Et seul un professionnel du droit pourra vous garantir que la volonté que vous êtes en train d'écrire deviendra bien une réalité un jour, parce qu'il n'y aura pas des éléments correctifs. Et ça permet de vérifier qu'il n'y a pas des mots qui sont sujets à interprétation. Et je peux encore donner un exemple très pratique. Allez, vas-y, nous, on a eu un testament à l'étude où la personne avait écrit « En cas de mort naturelle, je dispose ». Ça paraît très anodin comme précision, oui. Si ce n'est que la personne, finalement, quelques années après, elle s'est suicidée. Aïe, 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 Est-ce que le suicide est une cause naturelle ou pas? C'est pas nous qui en jugeons, mais il peut avoir un débat. Et on voit que ce mot « mort naturelle » n'avait juridiquement aucun intérêt dans le testament, et pourtant c'est lui qui va pouvoir créer un débat. Oui, parce que... Marjorie, moi je t'arrête tout de suite. Voilà. Une mort naturelle avec un suicide, si les autres héritiers veulent contester... On fonce. On fonce. Et là, véritablement, s'ils viennent me voir, moi je dis oui, effectivement, là c'est contestable. Parce que le suicide n'est pas une mort naturelle. En tout cas, moi, je pense qu'il y a matière à contestation. D'où l'importance de se faire accompagner par un professionnel, parce que chaque mot a son importance dans un testament.
Oui, toi, Sébastien, par rapport à la mise à jour, Alors effectivement, comme on peut, je l'ai dit au début, on peut faire son testament jusqu'à son décès. Voilà. On pourrait même invoquer le fait que comme on va chez le médecin, on pourrait toutes les années, ou pas toutes les années a fortiori, mais régulièrement aller chez son notaire, une mise à jour pour savoir si les dispositions sont toujours appropriées, si les biens sont toujours la propriété, s'il peut y avoir un décès dans la famille où un légataire n'est plus institué et qu'on veuille changer de disposition aussi. Mais c'est vrai que finalement, on peut se dire, c'est bien la mise à jour, mais le formalisme est quand même lourd. Il faut prendre rendez-vous chez le notaire, y aller. Est-ce qu'on doit tout réécrire? Est-ce qu'on peut... Imaginons, j'ai fait un testament et puis je veux ajouter quelque chose. Je peux le faire, ça, sur l'ancien, c'est possible? Je lui demande d'aller le chercher au coffre et je rajoute? Non, sur le testament qui est déposé chez le notaire, on ne fera rien. Par contre, on peut faire un complément, ce qui est parfois appelé le codicile. Ah, le codicile, c'est... Alors, juste, on fait une petite alerte vocabulaire, parce que là... Franchement, pour ceux qui nous suivent, en soirée, vous allez pouvoir vraiment briller. Le codicile. Alors, c'est quoi le codicile? Le codicile, en fait, juridiquement, c'est un testament. Mais dans la pratique, on a voulu que le testament qui suit et qui complète le précédent s'appelle le codicile. Mais juridiquement, ce n'est rien d'autre que notre testament. Ah, d'accord. Donc, quand même, j'essaie juste de bien comprendre. Imaginons, j'ai fait un testament où j'ai dit, j'ai pas d'enfant, et j'ai dit que je voulais que ce soit mes neveux et nièces qui héritent de la moitié, ou au départ de tout. Et puis finalement, je veux qu'ils donnent une partie à une fondation, parce que j'ai envie d'œuvrer pour une fondation lutte contre le cancer, ce genre de choses. Je peux l'ajouter ou j'en refais un autre? Alors la meilleure solution, c'est d'en faire un autre pour repréciser clairement, pour éviter justement le sujet de l'interprétation a posteriori. Mais il est très possible de faire un autre testament où on dira, finalement, je ne donne que la moitié à mes neveux et nièces et je veux que l'autre moitié aille à une association ou telle fondation ou à une autre personne. Ce que tu retiens, Sophie, c'est que dès lors qu'il y a des modifications importantes, on refait un testament pour clarifier les choses. Donc en fait, finalement, le testament, c'est un outil de liberté, mais quand même très encadré alors. Bah oui, l'idée c'est que on laisse de la place à l'expression de la volonté personnelle, mais ça s'insère dans un ordre juridique qui protège aussi finalement les équilibres familiaux de manière générale. Alors justement, Gaëlle, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'une formulation qui serait très simple, mais donc on pense simple, que celui qui n'a pas l'habitude pense hyper évidente, mais qui donnerait source à une ambiguïté sur l'interprétation? Oui, moi par exemple qui ai 3 enfants, si j'écris aujourd'hui, je lègue le bien dont je suis propriétaire à mes 3 enfants et à mon frère, on va se poser des questions. Est-ce que sur les quotités qu'on va attribuer à chacun d'eux, c'est la moitié pour mon frère, la moitié pour les enfants partagés entre les 3, ou est-ce que c'est un quart chacun? Et puis, si malheureusement j'ai un de mes enfants qui décède avant moi, qu'est-ce qu'on fait de la part qui aurait dû lui revenir? Donc on voit que pour des choses qui sont apparemment simples sur le papier, en réalité, il faut se poser un certain nombre de questions juridiques. Pour l'avocate, le bon testament, finalement, c'est celui qui évite le contentieux? C'est celui qui évite le contentieux, celui qui comporte le moins de zones d'ombre possible. Donc il faut qu'il soit clair, qu'il soit daté, et comme on l'a dit, qu'il soit conseillé vraiment par un professionnel du droit, vraiment le faire relire, et puis qu'il respecte aussi les relations familiales et les droits de chacun des héritiers, notamment la fameuse réserve héréditaire. Et à partir de ce moment-là, on peut considérer qu'on va vraiment limiter les contestations. En tout cas, t'es sympa de nous donner ces conseils, parce que finalement, mieux on fait les testaments, moins t'as de travail, toi. Oui, effectivement, mais on trouvera toujours des héritiers qui auront des choses à contester. D'accord. Alors justement, Olivier, quand on ne sait pas qui doit être appelé à la succession, t'es d'accord, le bon réflexe, c'est de sécuriser ce que tu appelles la dévolution? C'est ça, parce qu'une succession mal réglée, faute d'avoir identifié les bons héritiers, va être fragilisée. Ok, alors justement, on est d'accord que la recherche généalogique permet de sécuriser tout ça? C'est ça. La recherche généalogique permet de remettre de la certitude là où il y avait une inconnue. Alors, on a encore un peu de temps, et moi, finalement, j'aimerais bien vous demander, autour de la table, est-ce que vous avez eu, comme Olivier nous l'a raconté tout à l'heure, un cas de testament, alors peut-être toi ou des notaires t'ont interrogé, toi du vécu et toi Gaëlle dans tes procès, qui vous a vraiment marqué? Un cas qui vous aurait, où vous vous êtes dit, mais vraiment quelle catastrophe, si la personne avait été conseillée, ça aurait tellement changé la donne. Est-ce que vous en avez des cas comme ça? Oui, par exemple sur la date. J'ai eu des cas où le testament a été fait de manière authentique devant de notaires, avec une date, par exemple, nous sommes le 16 juin aujourd'hui, et la personne était rentrée chez elle et avait fait un testament holographe totalement contradictoire du même jour. Et aucun ne peut privilégier
par rapport à l'autre. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, d'accord. Donc là, vraiment, c'était pas une bonne idée. C'était pas du tout une bonne idée. Surtout, il n'était pas totalement contradictoire. Donc, on avait vraiment une problématique d'interprétation qui allait dire qu'on ne pouvait pas savoir dès la lecture à qui ça revenait. Parce qu'on n'avait pas d'heure d'indiquer. Ce n'est pas une condition, comme l'a dit Marjorie tout à l'heure. L'heure n'est pas obligatoire. Seule la date compte. Et il était impossible de savoir si elle l'avait fait avant d'aller chez le notaire ou après. Donc, on était obligé d'arriver à une interprétation amable ou judiciaire. Alors moi, j'ai quand même une question à vous poser aussi par rapport aux personnes qui ont un handicap. Par exemple, vous avez une personne qui est atteinte de surdité, une personne qui est muette, une personne qui habite en France mais qui ne parle pas bien le français. Comment on fait dans ces cas-là? Ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des règles particulières? Alors, la personne muette, elle peut savoir écrire, elle peut savoir signer, donc elle pourra faire un testament holographe sans problématique. Donc pour elle, ça pose pas de problème et ça ne sera pas contesté, on est d'accord. C'est a priori pas un souci puisqu'elle a écrit. Oui. OK. Et une personne qui ne sait pas écrire, comment on fait? Elle pourra, elle, dicter le testament authentique. Là, Elle va chez un notaire. Elle pourra dicter et elle pourra dicter ses dernières volontés. Les notaires signeront avec elle le testament et ça lui donnera une force probante et obligatoire. Et une personne sourde ou aveugle? Aveugle, a priori, elle peut dicter. Elle peut également Ça pose dicter. pas de problème. La personne sourde pourra signer. On a quand même une possibilité et la souplesse des deux formes qui peuvent être utilisées. Ok, merci beaucoup à toute l'équipe, vous avez été très clairs. Et donc pour conclure, on comprend qu'un testament n'est pas seulement un papier, c'est une volonté, une forme, une date, des limites, des héritiers à identifier et parfois des tensions à anticiper. Merci donc à vous tous et dans le prochain volet de la saga, épisode 4, on parle des donations, un cadeau vraiment sans retour? À bientôt!